Pour se placer sur l'axe du temps, créer son avenir et bien vivre le présent tout en honorant ses origines, il faut savoir se libérer du temps et notamment du passé. Nous agissons dans le présent en fonction de notre passé, conditionnés par les croyances, les émotions, les expériences qui ont précédé le moment présent. Si nous nous attachons à lui, notre passé peut nous tenir attachés, littéralement en laisse, asservis, et nous perdons toute liberté. En général, nous ne nous en rendons pas compte car le conditionnement a été si efficace que nous ne pouvons regarder le monde extérieur ou nous-mêmes que de l'intérieur de cette empreinte. Notre perception initiale, issue de notre expérience sensorielle, structure les perceptions qui viendront par la suite. Nous ne pouvons voir nos limites car nous ne disposons pas du regard extérieur qui nous ferait prisonniers. Deepak Chopra raconte à ce sujet une histoire significative. En Inde, lorsque le jeune éléphant atteint 6 mois, on l'attache par une de ses pattes arrière avec une corde de couleur à un arbre. Son poids et sa force encore modeste ne lui permettent pas de rompre la corde et il apprend en quelques semaines à limiter son espace de rayon d'action que lui offre cette corde. Puis, on le libère et il continue à grandir. Plus tard, lorsqu'il devient adulte, il n'est pas nécessaire de choisir une chaîne à la mesure de sa force, ni de l'attacher à un baobab qui puisse lui résister. Il suffit de lui remettre la corde de couleur qu'il entravait dans son enfance pour qu'il reste près de l'arbre qu'il pourrait pourtant facilement arracher. Cet exemple frappant nous montre le pouvoir du conditionnement. Et nous, sommes-nous toujours attachés ou sommes-nous libres? C'est pour poser cette question que diverses écoles de pratiques spirituelles encouragent le travail sur les corps émotionnels et mentaux qui contiennent les attachements du passé. Arnaud Desjardins pratique la méthode du lying qui vise à dégager le sujet de trauma ou de fixation émotionnelle qui l'empêche de s'ouvrir à une autre réalité. J'ai observé que les personnes qui avaient du mal à visualiser ou à entrer dans des états de conscience modifiés sont souvent celles qui, après un trauma précoce, ont développé ce qu'on appelle un état d'hypervigilance, qui requiert de leur part une attention constante et exacerbée en ce monde physique qu'elles ne sauraient quitter, pensent-elles inconsciemment, sans risquer leur vie. Ces personnes ont d'autant plus besoin de résoudre ces traumatismes passés. L'attachement au passé. En fait, si l'on est sérieux dans sa recherche chamanique ou spirituelle, il est indispensable de passer par cet effacement du passé au sens total du terme. Dans les livres de Castaneda, Don Juan parle de la nécessité d'effacer son passé à travers la pratique de la récapitulation. Le livre de Techen Abelard nous parle de sa récapitulation de plusieurs mois dans une maison étrange. Des techniques plus récentes, issues de la PNL, permettent de revivre des expériences douloureuses ou non acceptées, mais avec cette fois les ressources positives acquises entre-temps. La perception de l'événement traumatique prend alors un tout autre sens et peut même être recréée dans le passé de manière différente. La méthode semble particulièrement efficace dans le cadre de la PNL transpersonnelle. La psychanalyse aussi explore le passé de l'analysant. Cependant, analyse ne veut pas dire nécessairement effacement. Les deux termes sont en fait tout à fait différents. J'ai vu des rescapés de la psychanalyse, comme m'a dit l'un d'eux en riant, venir me voir après 6, 8 années d'analyse hebdomadaire, toujours totalement attachés à leur passé. Je dirais même parfois merveilleusement séduits par ce passé, énamourés de ces méandres qu'ils se plaisent à parcourir en connaisseurs. Vouloir se détacher de leur passé. Ils ne le peuvent plus, tant ils s'identifient à leur identité d'analysant. Qui seraient-ils sans leur passé, matière dont se nourrit leur identité? Je ne nie pas que l'on puisse trouver un bénéfice certain à vouloir comprendre les nœuds de son passé pour mieux s'en libérer. Je pense que cela n'est possible que si l'analyste a lui-même franchi ce stade du détachement. Le passé et la mémoire sont des mirages dont la séduction peut nous maintenir captifs à jamais.
Une autre expression correspondant à effacer son passé pourrait être dans la tradition orientale abandonner son attachement à l'ego, c'est-à-dire l'attachement à une identité ou à des identités créées dans le monde à 3 dimensions. 4. Si l'on considère que l'on maintient cette identité de manière plus ou moins homogène ou cohérente au cours du temps. Comme le dit Steve Wolinski, à force de côtoyer cette identité, créée pour répondre à des traumatismes survenus dans le passé, on finit par croire que l'on est cette identité, qu'elle soit celle de la victime, celle du Superman ou celle de celui qui connaît tout. Notre ego s'identifie toujours à ces identités. Bien sûr, les autres autour de nous nous perçoivent selon l'identité que nous avons créée. J'entends souvent les gens en processus de changement profond exprimer leur embarras ou difficulté par rapport à l'entourage qui veut les maintenir dans cette identité antérieure qui leur servait de référence. Leurs proches ne sont pas capables de les voir tels qu'ils sont devenus eux-mêmes conditionnés par leur perception antérieure. Ils ne peuvent littéralement pas voir autre chose que ce à quoi ils se sont toujours attendus de la part de cette personne. Si nous ne faisons pas nous-mêmes la mise à jour de notre propre changement, personne ne le fera à notre place. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui veulent radicalement changer divorcent, déménagent, changent de milieu, de travail. Un nouveau contexte favorise l'intégration d'un nouveau moi. Le pouvoir personnel. Un chaman Una me résuma à sa manière simple et directe ce qui crée, disait-il, la maladie de la société. Les gens ne voient pas tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire la force créatrice divine en eux, sans limitation. Ils se voient tellement moins que ce qu'ils sont. Ils n'estiment pas leur vraie valeur et leur vrai pouvoir. Alors ils l'abandonnent à d'autres, à leur famille, à leur travail, à leur pays. Ils peuvent ainsi donner toute leur autorité à un système. Le résultat est qu'ils vont sentir le manque de ce pouvoir intérieur et vont terriblement en vouloir à ceux à qui ils l'ont donné. Ils vont devenir agressifs et se rebeller. Mais ils n'ont pas vu qu'ils ont eux-mêmes créé cet état de fait. Ils peuvent plonger encore bien plus loin dans l'illusion et se détruire par des drogues ou par des dépendances de toutes sortes, parfois même par le suicide ou la destruction de ceux qui les entourent. C'est un tableau pessimiste mais malheureusement réaliste, lui répondis-je. Que pouvons-nous faire pour changer cela? C'est simple. Cela commence par la prise de responsabilité totale de sa vie. Cela veut dire accepter totalement que tout ce qui nous arrive, nous l'avons créé. Cela veut dire en même temps reprendre son pouvoir, le reprendre de chaque personne à qui nous l'avons donné, de chaque idée, de chaque situation. Savoir que nous sommes libres. Nous sommes aussi responsables de chacun de nos actes ou de nos abstentions. Nous ne pouvons donc rien reprocher aux autres. Il faut savoir que si nous avons laissé des personnes nous attacher à des objets, à des lieux, à des idées ou à des idéaux, nous pouvons aussi nous en libérer. Comment prendre conscience de ces attachements? D'abord, les personnes. Vous pourrez voir les attachements sous forme, soit de cordon ombilical, soit de fil de lumière reliant votre abdomen, ou parfois une autre partie de votre corps à cette personne, ou à d'autres êtres. Une tradition chamanique féminine dit que les femmes qui ont eu des rapports amoureux avec un homme ont tendance à laisser s'installer ce fil de lumière entre leur vagin et cet homme. Enfin, certains attachements ressemblent à des cordons se terminant par une sorte de ventouse qui absorbe l'énergie de la personne. En fait, le transfert d'énergie peut se faire dans les deux sens, vers l'un, vers l'autre ou vers soi. Cela s'apparente au phénomène de vampirisme. Vous avez peut-être eu l'occasion d'expérimenter comment la présence de certaines personnes à vos côtés pouvait vous vider de votre énergie. Oh oui, eh bien cela aussi se passe à un niveau subtil et constant. Parfois, lorsque vous êtes dans la confusion, que vous ne savez pas prendre une décision, ou lorsque vous n'êtes pas satisfait de vous-même, écoutez la petite voix qui parle
et qui vous reproche votre attitude ou qui vous sape votre pouvoir. Demandez-vous d'où vient la voix d'un professeur. Décidément, vous êtes vraiment nul, ou celle d'un parent. Tu n'es vraiment pas à la hauteur. Tu ne peux jamais rien faire comme tout le monde. Reconnaissez le ton de la voix. N'est-elle pas familière? N'est-il pas intéressant de noter qu'il s'agit non pas de votre propre voix, mais de celle d'un autre? Cet autre a encore du pouvoir sur vous. Voulez-vous le lui laisser? Non, mais on peut entendre des encouragements. Prenez-les alors à votre compte, remerciez vivement celui ou celle qui vous les a donnés, et demandez-vous si vous ne voulez pas les choisir comme guide. Mais ce n'est pas une obligation. Regardez aussi le pouvoir des objets ou des lieux symboliques sur les hommes. Une maison, un meuble, un objet quelconque peut devenir une source d'attachement fantastique. Mais les objets ne sont que les récipients du pouvoir que l'humain leur a donné. Je repensais alors à la partie finale d'une initiation que j'avais reçue. Après avoir répondu à des questions et accompli un rituel, je dus me défaire un par un de mes objets sacrés. Mon medicine bag, mon bâton, mes plumes et éventail de cérémonie, mes pierres et cristaux, et mes vêtements de cérémonie pour me retrouver en chemisette, dépouillé de tout attribut de pouvoir. Le but était de me faire réaliser que mon pouvoir était toujours là, en moi, et que je n'avais nul besoin de ces instruments. Cela me frappa à tel point que, pendant quelques mois, je décidai de ne porter aucun objet de pouvoir, comprenant qu'ils n'étaient que les manifestations symboliques de mon pouvoir intérieur. Je devais rester dans une intégrité totale, pensais-je, en n'accordant plus aucun poids à ces objets. Puis, je réalisai que les personnes qui venaient me consulter s'attendaient, elles, à me voir avec ces objets. Ils faisaient partie de leur processus de guérison. Après une période de dépouillement total, je revins donc à une forme extérieure correspondant aux codes, aux normes, aux attentes, aux traditions, réalisant que la forme fait partie du fond, réconciliant la dualité du fond et de la forme que je n'avais jusque-là pas encore vraiment comprise. J'acceptais avec humilité le pouvoir de la forme, sachant qu'elle aussi exprimait le fond, donc l'essentiel. Ils avaient besoin l'un de l'autre. Plus tard, je fus confronté à des demandes d'apprentis qui pensaient que j'allais leur fournir un objet magique qui leur ouvrirait la porte du monde indien ou leur donnerait des pouvoirs immédiats. Ceux-là sont encore au stade de la pensée magique infantile, déviation sans doute naturelle de la démarche chamanique. Je vois comme il est facile d'abuser ainsi la confiance de celui qui cherche une réponse rapide à ses problèmes. Il s'agit pour moi de leur apprendre à créer leur propre objet et leur propre magie en faisant intervenir leur pouvoir créateur personnel. C'est bien de cela qu'il s'agit, leur rendre leur vrai pouvoir créateur. Je revins donc à ma conversation avec mon ami Una. Le second principe, continua-t-il, est de dire la vérité, sa vérité. C'est une manière d'affirmer son pouvoir personnel. Le troisième est de prendre soin de soi, de sa vie, de ses émotions. Et enfin, le quatrième, de suivre son inspiration, son rêve, de faire ce qui nous rend heureux. Et c'est en cela que nous manifesterons l'amour que nous avons pour nous et qui est à la base de toute cette démarche. De toute façon, c'est la pratique. La pratique et seulement la pratique de ces principes qui nous donnera ce pouvoir. Changer son regard sur le temps. Lorsque l'on a effacé son passé, on peut vraiment être dans le présent, libre, enfin, de construire, de créer le monde que l'on souhaite. Les périodes d'après-guerre sont souvent porteuses d'un renouveau correspondant à ce qui a été anéanti par les ravages de la guerre. Mais si cette guerre contribue à renouveler le passé matériel, construction, usine, système social, elle n'efface pas pour autant le passé émotionnel et mental, à moins qu'un important travail de paix ne se fasse entre les peuples. Il reste ancré dans la psyché humaine. Les conflits actuels de race, de nationalité, de religion nous le montrent. L'attachement aux égos collectifs est encore diablement solide. En tant que thérapeute et chaman,
j'aidais mes apprentis à se dégager de leur passé comme je l'avais fait moi-même petit à petit. Mais je ne réalisais pas vraiment qu'effacer son passé pouvait avoir un caractère définitif et inexorable, comme le suggère l'expression d'effacer. Ce concept me semblait excessif ou même dangereux si je le prenais au pied de la lettre. Pour me rassurer, je l'interprétais à un nouveau symbolique. Toute personne qui entreprend un travail de découverte et de transformation passe par cette période où le passé semble être un puits sans fond, duquel sortiraient indéfiniment des histoires inédites, de nouvelles images. Il semble que le flot venant du passé ne s'arrêtera jamais. J'avais tendance à le voir comme une cheminée que je continuais à ramoner, étonné qu'il restât toujours de la suie dans le conduit. Je n'avais pas encore compris que je continuais à alimenter moi-même le feu qui créait la suie. Le jour où je réalisai que je pouvais cesser d'alimenter le feu en changeant mon regard sur le temps, tout bascula. Je rentrais enfin physiquement, personnellement, dans la réalité du nouveau paradigme tel que nous l'avons évoqué grâce à l'expérience directe d'une nouvelle vision du temps. Les anciens chamans savaient depuis longtemps par la pratique que le corps et notre monde physique sont régis par l'esprit. Ils voyageaient dans la 5e dimension pour aller y trouver les causes ou les rapports qui créaient la condition de la maladie. Ils savaient que la maladie du corps physique était créée par une maladie de l'âme, c'est-à-dire du tissu qui nous sépare et nous relie en même temps aux autres réalités. Il était temps que je rentre moi aussi dans ce monde où je me contentais encore d'incursions rapides. Je voulais, moi aussi, savoir réparer le tissu subtil. Le présent, porte de la 5e dimension. D'après la nouvelle vision quantique, tout n'existe que dans les multidimensions du présent. Si j'accepte donc inconditionnellement mon présent et moi-même dans l'instant, le passé n'a plus aucun pouvoir sur moi. Si seul existe le présent, je suis alors parfaitement libre de choisir et de créer mon futur. Ce principe est vrai non seulement au niveau individuel, mais aussi familial et collectif. Imaginons une société où tout pourrait être remis en cause en fonction uniquement de la situation du présent, sans avoir à se préoccuper des attachements syndicaux, corporatistes ou patronaux à ce qui a été. Si seul le présent existait pour chacun, chacun pourrait alors entrer dans cette nouvelle dimension où la vision commune d'une nouvelle société pourrait être créée. Il me fallut travailler avec mon ami S. de Satos en regardant sans complaisance la manière dont je réagissais encore à des personnes de mon passé et à leurs drames, pour que, vraiment, je puisse comprendre de l'intérieur l'attachement que j'avais encore à mon passé. La vision des attachements. J'avais connu S dans mon groupe de Maison des Lunes, une société de femmes qui célébrait les rythmes féminins et saisonniers, comme cela se pratique dans les sociétés traditionnelles. Comme moi, elle venait aux cérémonies de la nouvelle lune et participait aux rituels. J'avais remarqué son air modeste, presque effacé, qui contrastait avec sa grande taille. J'aimais sa manière concise de s'exprimer et la force que sa présence irradiait. Ses cheveux longs avaient viré au gris, et elle les tenait serrés en chignon, plus rarement en natte. On m'avait dit qu'elle était clairvoyante et qu'elle enseignait à ses apprentis des techniques de visualisation des corps subtils. Un jour, après une de nos cérémonies où j'avais été touché par ses paroles de sagesse, je lui demandai si je pouvais aller la voir à Taos, où elle habitait. Nous prîmes rendez-vous, et une après-midi, je partis vers le nord. Elle me reçut dans sa maison d'adobe, très ancienne, à en juger les montants de bois des fenêtres et des portes. La pièce principale où nous étions était chauffée par un poêle à bois. Sur les murs étaient suspendus des cartes ou des diagrammes représentant les corps subtils. Elle me reçut avec sa gentillesse habituelle et me demanda ce que je souhaitais changer ou découvrir. Je lui demandai de me lire puisque je savais que c'était son don. Ce qu'elle vit ne me fit pas plaisir du tout. Elle me décrivit
avec précision et vérité des images, des symboles ou des personnages de ma vie qu'elle vit attachés à moi. Lorsqu'elle eut fini de me raconter ce qu'elle avait perçu, notamment les attachements qui continuaient à entraver mes actions, j'étais sidéré. Je savais qu'elle avait vu juste, mais je n'aurais jamais voulu me l'avouer toute seule. Le plus pénible était de savoir que j'avais moi-même créé cet état de fait, que j'avais accepté et même parfois encouragé cette emprise. Je n'avais pas eu ni la force, ni la lucidité, ni le courage de regarder en moi-même l'état des faits. L'habitude de vivre dans cet état m'avait caché la nécessité de le changer. Il me semblait que j'étais comme Janus avec un visage tourné vers le passé et un autre vers l'avenir. C'était ce que voyaient certains de ceux qui m'avaient connu autrefois, et ils tenaient mes masques à bout de bras sur mon visage, comme terrifiés à l'idée de voir soudain émerger un être qui aurait été quelqu'un d'autre que celle qu'ils connaissaient. Maintenant que j'avais eu un témoin de ma propre aliénation, personnage capital dans la prise de conscience, j'étais bien décidé à changer les choses. Le poids de ces attachements me semblait tout à coup intolérable. En allant dans d'autres dimensions, je les vis comme des mini-ptérodactyles dont le bec suceur s'enfonçait dans les pores de ma peau. Oh, ils n'étaient pas méchants, ils ne cherchaient qu'à établir une relation avec l'esprit qu'ils ne savaient trouver en eux-mêmes. Cependant, leur présence m'était soudain inacceptable. Le mythe du vampire n'était pas loin, j'en sentais toute la réalité. La description de S m'avait atteinte à un point sensible que je n'osais toucher moi-même. C'était ce vieux besoin de reconnaissance, d'acceptation que je cherchais encore à l'extérieur de moi, laissant donc les autres avoir prise sur moi dans l'éventualité qu'ils m'apportent aussi ce que je ne savais encore m'offrir sans restriction, l'amour. Maintenant, comment changer les choses, comment me débarrasser de ces attachements une fois pour toutes? Il me fallait une autre force, un surcroît d'énergie qui pourrait faire sauter les attaches. Je savais que seul, je n'y parviendrais pas. J'aurais pu aller demander à mon maître de rêve de m'aider, ou à un guide spirituel comme je l'avais fait en d'autres occasions. Je me souvins alors d'un passage de Castaneda dans l'art de rêver. Don Juan envoie Castaneda dans le monde du rêve avec une autre apprentie féminine pour qu'ils puissent combiner leurs énergies afin d'être capables de passer dans un autre état de conscience que, chacun de son côté, il ne pouvait atteindre, l'idée de synergie. L'énergie de plusieurs personnes est supérieure à la somme des énergies individuelles. C'est à cela que sert essentiellement le guérisseur ou le gourou, à apporter ce surcroît d'énergie qui va faire passer l'apprenti à un autre niveau de conscience émotionnelle ou spirituelle. Rencontre avec Blake. Je devais faire un voyage dans le Colorado pour rendre visite à une chercheuse qui faisait un travail très intéressant sur les sons à basse fréquence. Je voulais l'interviewer pour un article. Une amie m'avait donné aussi les coordonnées d'un homme vivant dans la même ville qui avait introduit auprès du grand public américain les premiers maîtres de médecine ayurvédique aux États-Unis. Il avait longuement séjourné en Inde et dirigeait une collection de livres sur la médecine orientale. J'étais curieuse de le connaître, sentant instinctivement qu'il était peut-être celui qui pourrait m'aider. Parti auprès des Indiens d'Amérique, je me tournai vers les Indiens d'Inde, dont j'avais, au cours des années passées, apprécié la philosophie et la vision du monde. Lorsque je rencontrai, appelons-le Blake, je sentis une honnêteté totale, ainsi qu'une grande simplicité. Nous nous découvrîmes un intérêt commun pour le tantra, auquel j'avais été initié quelques années auparavant. Je n'avais jusque-là pas fait de rapprochement entre le tantra et la pratique chamanique du voyage à deux dans le monde du rêve. Je vis, au cours de notre entrevue, comment un parallèle pouvait être tracé entre ces deux traditions. Je discernais dans son attitude et ses propos une profonde intelligence mêlée à une réelle humilité.
ce que l'on pourrait bien appeler sagesse. Il me racontait une expérience sur les flancs de la montagne de l'île de Hawaï qui avait bouleversé sa vie quelques mois auparavant. Il avait acquis, me dit-il, les connaissances mentales de toutes les voies pouvant mener à l'illumination. Mais une chose, me confia-t-il, une chose fondamentale lui manquait, l'ouverture du cœur. Le plus drôle, s'exclama-t-il avec un petit rire quasi enfantin, est qu'il ne savait pas vraiment que cela lui manquait. Lors d'un périple à Hawaï destiné à réharmoniser les énergies de certains points planétaires, le groupe auquel il appartenait avait prévu une méditation la nuit avant le lever du soleil sur la montagne dédiée à la déesse Pelée. Ils étaient assis depuis 1 heure sur la pente, face au levant, et se gelaient les fesses quand il sentit tout à coup quelque chose frapper l'intérieur de son corps, comme si une épée entrait et ouvrait son cœur. Il tomba à la renverse et se mit à pleurer. Puis il demanda à une femme du groupe de le tenir dans ses bras. Il s'arrondit comme un fœtus et continua à sangloter pendant plus de 2 heures. C'étaient des larmes de joie devant le miracle inattendu d'une ouverture du cœur qu'il n'avait jamais connu auparavant, ni dans ses mariages, ni dans ses amitiés. S'il avait lu tous les livres possibles sur la conscience, il n'avait jamais eu d'expérience d'un tel changement d'état. Lorsqu'il rentra chez lui, c'était un homme différent. Il commençait enfin à vraiment se sentir aimé. Surtout, me dit-il, j'ai compris que l'amour est déjà en nous. L'amour de Dieu n'est rien d'autre que l'amour de soi, du Dieu en soi. Nous sommes le microcosme du monde. On peut appeler cela la grâce, la révélation. Elle était toujours là avec lui et il ne pouvait s'empêcher de parler avec joie de cette expérience. Je sentais effectivement en lui une ouverture totale, sans attachement, sans demande. Amour sans condition. Je pus constater par la suite qu'il vivait réellement en dehors des jeux de pouvoir et de contrôle. Blake vit totalement dans le moment présent, qu'il ne manifeste pas de regret ni de frustration. Sa présence créait un espace protecteur comme un cocon duveteux dans lequel aucune interférence ne pouvait pénétrer. Je décidai alors de lui demander de m'aider à libérer mon corps de rêve pour me délier de mon passé. En associant nos énergies, en pratiquant le tantra dans sa forme la plus spirituelle, je sentais que nous pourrions créer cette dynamo intérieure qui permet une transformation, un changement de forme. Le cadeau miroir. Nous sommes assis en tailleur, l'un en face de l'autre. Je fixe mon attention sur ses yeux qui me regardent avec amour, d'un amour qui ne contient aucune ruse, aucun désir, aucune intention vis-à-vis de moi. Aucune intention, même que je change. Je me vois dans ses yeux qui me reflètent. Je me concentre sur le petit carré de lumière que la fenêtre crée sur sa prunelle, comme m'avait appris à le faire mon maître de rêve. Le petit carré de lumière s'agrandit et devient de plus en plus profond, tout en restant totalement clair. Il devient un miroir. Je vois alors mon propre regard reflété dans ce miroir, puis, petit à petit, le reflet s'agrandit à tout mon visage. En même temps, je rentre à l'intérieur du miroir, je passe de l'autre côté de son regard et bascule dans un autre monde. Là, dans cet espace, je flotte gracieusement. Je ne sens plus la gravité qui est notre forme d'attachement à la terre. Le temps, à l'intérieur de moi, se déplie comme un accordéon et je vois dans l'instant la totalité de mon passé. J'y suis surprise de trouver des événements agréables, des réalisations que j'avais oubliées ou auxquelles je n'avais pas donné de poids. Je vois aussi les charges, les fardeaux qui pèsent sur moi et qui m'entravent. Tout est au même niveau. Il n'y a pas de bien ni de mal. Cela a existé, c'est tout. L'espace derrière le miroir s'agrandit et je vois de multiples miroirs tout autour de moi. Tous les individus qui sont passés dans ma vie défilent et je regarde les échanges qui ont eu lieu entre nous. Je vois que le travail personnel que j'ai fait ces dernières années prend toute sa signification. Il a préparé ce qui se passe maintenant, car je peux voir clair dans toutes mes relations.
Les mensonges que je me racontais se dissolvent, tout est prêt pour la vraie transformation. Au milieu de tous ces miroirs, je me sens multiple et infini. Les miroirs se renvoient à eux-mêmes et se répondent dans une immense symphonie d'images. Tu es tout cela, me soufflent les miroirs. Tu es tout cela et tu es une. L'espace est trop vaste, je me sens vaciller. Mes sens sont dépassés par la multiplicité qui devient une au début, où j'ai l'impression de me perdre dans ce labyrinthe. Je sens que mes mains sont délicatement saisies par mon vis-à-vis. Sa présence me ramène au but que je m'étais fixé. Oui, c'est cela, sentir à l'intérieur de moi cet amour inconditionnel qui se déverse à grands flots dans ma poitrine, activant l'eau dormante à l'intérieur de moi. Le miroir m'a montré l'immensité de l'espace en moi, de ma propre force, de mon propre amour. Il s'agit maintenant de le remplir. Je suis là, fais ce que tu as à faire et fais-le pour toi seulement. Ces mots semblent cristalliser soudain l'espace en densité où je me trouvais auparavant, et je sens la quintessence de mon être. Cela prend la forme ou sensation d'un pouvoir intérieur indicible relié à mon essence. Ce pouvoir, je vois comment je l'avais étendu ou confié à l'extérieur de moi, non seulement à des personnes, mais aussi à des idées, à des croyances, à des idéaux. Ma recherche de la vérité ou de la connaissance était-elle donc mon inaccessible Graal et ma quête, un abandon de pouvoir à l'image de celle que je croyais devoir être? J'avais cherché Maud dans le regard ou dans l'approbation des autres. Je n'avais pas encore saisi mon propre miroir. Et voici que la réflexion de l'amour de l'être qui m'accompagne dans le moment présent me montre que je suis totale, infinie et parfaite, que j'ai la connaissance et la vérité dans cet instant présent sans l'ombre d'un doute. Je vois les liens se rompre, les cordes se couper, les tentacules se rétracter, les maillons des chaînes se dissoudre, s'évanouir dans l'illusion qui les avait créées et que j'avais cru devoir durer toute ma vie. J'ai le sentiment de sortir d'un mauvais rêve. Je suis en train de naître, moi aussi, à l'amour inconditionnel de la terre. Je me sens totalement vulnérable, comme un bébé dont on vient de couper le cordon ombilical. Je pleure avec lui, mais c'est de joie. Libre, je me sens libre. Je viens de naître à mon être de liberté. Oui, je me reconnais. Je suis maintenant dans l'acceptation totale que je ne savais me donner. Il a suffi du regard d'un être qui me voyait déjà tel que je suis réellement. L'espace derrière ses yeux se referme et s'unit en un magnifique miroir. Je vois ma beauté, la beauté de mon être d'amour et de pouvoir. Il me tend le miroir et je le prends comme un cadeau sacré qui ne me quittera jamais. Polis ton miroir chaque jour, ne laisse pas la poussière d'un nouveau passé le ternir, ni l'empêcher de te voir tel que tu es. Pratique le polissage. Le corps de rêve en liberté. Je n'étais plus déterminé par mon passé. Plus personne ne me contrôlait. Plus aucune pensée extérieure à moi-même ne pouvait rester en moi si je n'avais décidé consciemment de l'inviter. Parfois, la pensée restait quelque temps avant que je n'ai eu le loisir de la regarder, de l'étudier, de l'évaluer et de décider si je voulais la garder ou non. Mais les désirs des autres ou leur jugement sur moi n'avaient plus leur niche habituelle dans l'univers de mon mental. La conscience nouvelle de l'amour infini, inconcevable auparavant, remplissait à présent tout l'espace à l'intérieur du moi où j'avais laissé s'entasser des autres souvent encombrants et profiteurs. Mais c'était moi l'hôtesse, et moi la seule responsable de leur présence parfois importune. Ils n'y étaient pour rien. Ils n'étaient que les chasseurs de leurs propres images, se croyant invités dans la maison sans miroir. Maintenant je regarde mon passé et tous les êtres qui l'ont peuplé avec détachement, c'est-à-dire avec le choix de m'en approcher ou de m'en éloigner. Les manettes de contrôle sont sur mon propre tableau de bord. Effacer un passé ne veut pas dire l'oublier, mais le regarder avec détachement. La malle de mes mémoires m'appartient.
et je peux y fouiller à loisir, sortant ce qui peut me servir dans mes projets du présent. Il y existe des trésors aussi, mais je n'y suis pas attaché non plus. De même, je peux avoir maintenant un détachement vis-à-vis des êtres de mon présent, mes amis, ma famille, mes voisins. Pas d'attente implicite, pas de demande non formulée, pas de plan caché. Un accès direct, dans le respect total de la réponse de l'autre, pas de prise en charge de leurs besoins émotionnels. Car je sais qu'il existe en eux les mêmes ressources que celles que j'ai trouvées en moi. Les prendre en charge serait un affront à leur pouvoir. Le plus difficile est sans doute d'appliquer cette attitude avec ses enfants. Trop protéger ceux que l'on aime peut conduire à les priver de leur histoire. Il est important de savoir où est la limite de ce que l'on peut donner et savoir progressivement les faire évoluer vers leur propre prise en charge. Le cordon ombilical peut subsister longtemps. Je me souviens d'Anna, belle jeune femme de 35 ans qui vivait entièrement sous le regard imaginé de sa mère. En rentrant ensemble dans son monde du rêve, nous vîmes un long cordon, tuyau noir et plein de boue qui les raccordait psychiquement l'une à l'autre. Anna n'avait même pas l'idée de vouloir le couper elle-même, imaginant que sa propre mère mourrait de cet acte sacrilège. Après une heure de réflexion et d'hésitation, elle décida de le trancher. Nous créâmes donc un rituel de naissance, après que je me fus assuré qu'elle avait un réseau d'amis, de soutien réel, pour l'aider à faire ses premiers pas affectifs, sans se sentir isolé. Chacun a sa manière de couper le cordon qui l'entrave, que la mère soit physiquement présente ou non. Personnellement, j'ai pu évaluer le pouvoir de cette cérémonie où le corps, les émotions et le mental sont engagés. Je demande toujours, selon les croyances de la personne pour laquelle cette cérémonie est accomplie, l'aide et le soutien de nos guides et mentors spirituels, qu'il s'agisse de notre animal de pouvoir, de la Sainte Vierge, du Bouddha, de notre ange gardien ou de toute autre figure. L'important est qu'un lien avec le monde spirituel soit établi. Comme disent les Hopis, quand ils se rencontrent, garde le dessus de la tête ouvert. Il y a un autre aspect à gérer lorsqu'on n'est plus conditionné par son passé relationnel. Le vrai pouvoir sur soi-même s'exprime souvent par des choix personnels très différents de ceux du passé. Et, encore une fois, il ne rencontre pas toujours l'unanimité ni la compréhension de l'entourage. Nos valeurs ont changé et ne sont pas nécessairement partagées par eux. C'est alors qu'il faut avoir le courage de marcher sur sa propre route de liberté. Les autres seront peut-être surpris de ne pas vous voir réagir à leur attaque ou paroles habituelles ou de vous voir réagir différemment. Cela peut les mettre dans un état émotionnel intense, rage, frustration, incompréhension, froideur, humiliation. Le tout est de ne pas succomber au surcroît de réaction. Le Christ lui-même a parlé de laisser derrière soi père et mère pour pouvoir le suivre. Trouver le Christ ou Bouddha en nous ne peut se faire sans s'être libéré de son passé. Connais-toi toi-même, avait dit Socrate. Connais aussi tes attachements, dit le chaman. Les personnes de votre passé. Pour certains, l'approche auditive sera le meilleur moyen. Écoutez la petite voix qui vous chuchote des messages qui sapent votre énergie. Reconnaissez-la, notez-la. Faites ainsi la liste de toutes les voix qui vous hantent encore. Peut-être vous faudra-t-il quelques jours, voire quelques semaines pour toutes les découvrir. Prenez votre temps et observez. Soyez à l'affût car vous êtes maintenant le chasseur et non plus la proie de ces voix. Pour d'autres, c'est l'œil intérieur qui vous permettra de voir les fils de lumière, le cordon ombilical ou les entraves qui vous relient à d'autres. Dessinez-les si cela vous facilite les choses. Les objets, lieu symbolique de pouvoir. Passez en revue les objets auxquels vous tenez dans votre vie.
Cela peut aller d'une maison à une voiture, d'un bijou à un dessin d'enfant. Imaginez-vous partant dans une contrée lointaine. Vous ne pouvez emporter avec vous que quelques objets. Lesquels vous serait-il difficile d'abandonner? Lesquels seriez-vous content de laisser? Lesquels sont liés à des personnes qui vous sont chères? Et comment vous êtes-ils? Évaluez d'une part l'attachement que vous portez à ces objets. Comment réagiriez-vous s'ils disparaissaient de votre vie? Et d'autre part, observez s'ils vous donnent de l'énergie ou au contraire vous en prennent. Les idées, idéaux et croyances. Les attachements les plus invisibles, les plus difficiles à détecter sont ceux de l'ordre du mental. Ils font tellement partie de la personnalité qu'il est difficile de réaliser que nous leur sommes attachés. Ils sont parfois notre raison d'être. Il arrive que des personnes voient leur vie brisée à la suite de la disparition d'un idéal auquel elles croyaient. Elles se sont identifiées à une idée et ne savent plus qui elles sont sans cet idéal. Faites la liste de vos idéaux, que ce soit dans le domaine politique, social, religieux, personnel. Réfléchissez à votre attachement à ces valeurs. Je ne veux pas dire ici qu'il est nécessaire de ne plus en avoir, mais il est bon de savoir mesurer votre attachement à ce qu'ils représentent et de savoir que vous les choisissez librement plutôt que de les voir s'imposer à vous. Le processus qui est décrit ici se fait en groupe avec un guide, c'est-à-dire avec quelqu'un qui a déjà fait ce travail. Cependant, il est envisageable de le faire seul si vous avez déjà commencé avec quelqu'un ce processus. D'abord, questionnez votre intention. Souhaitez-vous vraiment vous défaire de ces attachements? La réponse doit être un oui intense et sans hésitation. Si vous ne vous sentez pas prêt, prenez encore le temps qu'il faut. Subissez suffisamment et assez longtemps les inconvénients des attachements pour être poussé à transformer la situation et à prendre une décision claire. Écrivez les noms des personnes, objets, idées et croyances dont vous voulez vous libérer sur des morceaux de papier séparés. Vous pouvez même ajouter des éléments de nature, des objets, des photos, des images qui symbolisent ces personnes. Mettez-les dans un panier ou un morceau de tissu, une boîte de votre choix. Il est important que le contenant ait un sens pour vous. J'appelle cet objet en anglais un bundle et un groupe a trouvé en français le terme de fardeau bidule, ou pourrait aussi dire baluchon. Je vous laisse choisir le vôtre. Reliez-vous à l'énergie de la Terre et du Soleil, comme il est expliqué dans les chapitres correspondants, afin que votre corps sache qu'il sera rempli de leur énergie et ne tombera pas inanimé si vous coupez les liens qui, comme les amarres d'un bateau, vous maintenaient immobile. Une autre force plus vivante et plus réelle sera alors à votre disposition. Préparez-vous maintenant à sacrifier ce contenant avec tout ce qu'il contient. Vous devez le faire d'abord à l'intérieur de vous en imaginant qu'une épée ou un couteau coupe les liens négatifs qui vous relient ou qu'une lumière intense comme un faisceau laser dissout ces liens. Vous pouvez demander l'aide de votre guide, de votre animal de pouvoir durant cette étape. Laissez-vous conseiller par eux. Il m'arrive, lorsque je mène un apprenti à travers ce processus, de lui proposer une manière de faire. Mais, s'il est vraiment à l'écoute de son propre corps de rêve, il ou elle me dira ses propres modalités et manières d'opérer, afin que cela ait du sens pour lui. Je l'encouragerai toujours à trouver son propre rituel. Rendez aux éléments ces énergies dont vous ne voulez plus vous encombrer dans votre vie. Allez dans la nature et choisissez si vous voulez enfouir votre fardeau en le rendant à la terre ou le brûler dans l'air par le feu qui purifie ou l'immerger dans l'eau qui dissout toute chose. Sachez que ces éléments les absorberont et les transformeront par votre pouvoir et par leur pouvoir. Remerciez les éléments
de réabsorber ces énergies, laissez-vous pénétrer par le flot d'amour de la terre et du soleil. Kayın